Jour 9, jour 9 sur 12. Bienvenue à tous. Je suis Olivier Gondemont, je dirige le produit plateforme chez OpenAI. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur jour. Enfin, je suis très biaisé. Aujourd'hui, c'est tout sur les développeurs et les startups qui construisent sur l'API OpenAI. En prenant du recul, ça fait quoi 4 ans qu'on a une API. L'ampleur est incroyable. 2 millions de développeurs venant de plus de 200 pays. C'est plutôt cool. Et donc, en guise de cadeau de remerciement, nous avons plusieurs nouveaux modèles et fonctionnalités à annoncer aujourd'hui pour vous remercier de faire partie de la communauté. Donc, c'est un peu une petite journée des développeurs, je ne sais pas, Pôle Nord, édition Noël. Alors, Michel, à toi. Merci. Je suis Michel Pocras et je travaille dans l'équipe de recherche. Salut, je suis Brian John. Je fais aussi partie de l'équipe de post-formation chez OpenAI. Génial. Eh bien, comme l'a dit Olivier, on ne peut tout simplement pas s'arrêter de faire des journées DEV. Alors, voici un autre petit... Aujourd'hui, je suis super excitée de vous dire qu'on lance O1. En dehors de la phase de prévisualisation dans l'API, depuis qu'on a annoncé OpenAI, la prévisualisation de O1 en septembre, les développeurs ont créé des trucs super cool avec l'API. Vous savez, des applications agentiques et le support client ou l'analyse financière. Et en plus, c'est juste un modèle de codage phénoménal. Donc, nous sommes vraiment ravis de voir ça. Nous avons également reçu des retours de développeurs disant qu'il vous manque un peu les fonctionnalités essentielles que vous attendez de notre API. Et aujourd'hui, nous les lançons dans O1 dans l'API. Donc, nous lançons l'appel de fonction, les sorties structurées et les messages pour les développeurs. Et les messages, pour les développeurs, c'est un peu nouveau. C'est une nouvelle approche des messages système. Et ils font en fait partie de notre travail sur la hiérarchie des instructions, pour apprendre au modèle quel type d'instructions suivre et dans quel ordre. Donc, le message pour les développeurs est entièrement contrôlé par le développeur et sert à orienter le modèle. Enfin, nous lançons aussi l'effort de raisonnement. C'est un nouveau paramètre qui indique au modèle combien de temps il doit passer à réfléchir. C'est vraiment utile de gagner un peu de temps et d'argent sûr. Vous savez, des problèmes plus faciles et ensuite vous pouvez en dépenser plus. Faites des calculs sur les problèmes les plus difficiles où vous en avez besoin. J'ai dit, enfin, mais ce n'est pas vrai. Nous lançons aussi des entrées visuelles dans l'API. Génial. Les gens ont vraiment demandé ça et on pense que ça va beaucoup aider dans des cas comme la fabrication ou la science. Donc, je suis super excitée de voir ce que vous allez faire là-bas. Mais en fait, voyons une petite démo. D'accord. Ouais. Faisons une démo en direct pour voir certaines des nouvelles capacités d'O1 dans l'API, en commençant par la vision. Donc, pour ça, j'ai préparé les scans photos d'un formulaire que j'ai rempli avec des fausses données l'autre jour. Mais j'avais quelques erreurs là-dedans et je me demande si O1 peut nous aider à détecter les erreurs dans le formulaire. Mais juste une petite note avant de commencer. Bien que O1 puisse nous aider à détecter des erreurs dans des formulaires comme un formulaire texte, ce n'est pas un substitut au jugement professionnel, bien sûr. D'accord, je vais ouvrir notre Playground pour développeurs, qui est une interface vraiment sympa pour expérimenter avec OpenAI des modèles dans une API. En haut, c'est notre nouveau message pour développeurs. C'est ici que vous pouvez donner au modèle des instructions générales ou parfois des instructions détaillées sur la façon dont il doit se comporter en tant que modèle. J'en ai un assez simple ici. Et ensuite, j'ai téléchargé les images de mon formulaire et demandé au modèle de repérer les erreurs. Pendant qu'O1 réfléchit, retournons à mon formulaire pour jeter un œil aux erreurs que j'avais. Donc la première erreur que j'ai eue, c'est à la ligne 11 pour calcul du revenu brut ajusté. Salut! Je devais soustraire la ligne 10 de la ligne 9, mais j'ai fait l'inverse. J'ai utilisé l'addition. Passez par là. Eh bien, je me suis un peu trop emballé chaque fois que je vois le mot aiguille. La deuxième erreur, c'est que j'ai utilisé la mauvaise déduction standard. En regardant le tableau, à la page 4, la déduction standard dépend à la fois du statut de déclaration et du nombre de cases cochées à la page 1. Donc ça veut dire pour. O1. Pour déterminer la valeur correcte de la déduction standard, vous devez vous référer au contenu de deux autres images. Voyons ce que le modèle nous renvoie. D'accord. Voyons le modèle. Super. Vous remarquez l'erreur arithmétique à la ligne 11. Je devais utiliser la soustraction. C'est bien. Vous remarquez aussi que le montant de la déduction standard est incorrect, ce qui est également vrai. En me basant là-dessus, bien sûr, je dois ajuster mon revenu imposable et l'impôt qui en découle. D'accord. Après avoir corrigé ces deux erreurs dans mon formulaire, je sais que mon revenu imposable s'élève maintenant à 9 325 $. Ensuite, je vais demander au modèle, en me basant sur les informations du formulaire,
combien d'impôts sur le revenu je dois si mon revenu imposable est ça. Alors, penses-tu le modèle va faire ici? J'espère vraiment qu'il va nous donner une bonne réponse. Eh bien, O1 n'a pas accès à la dernière table fiscale à jour de 2024, mais il a accès à un ensemble de fonctions. Nous avons fourni à droite. Les fonctions sont un moyen pour le modèle d'interagir avec vos API back-end. Donc ici, nous pouvons jeter un œil à l'une de ces fonctions. Donc, nous le fournissons. Il est rendu dans un schéma JSON et nous donnons une description générale de ce que fait une fonction et l'ensemble des arguments que le modèle doit fournir pour appeler la fonction. Donc, c'est notre fonctionnalité d'appel de fonction. Ça a du sens? Donc, le modèle appelle cette fonction, nous pouvons l'appeler sur le back-end, obtenir les bonnes données fiscales et les renvoyer. Exactement. On dirait que le modèle a appelé la bonne fonction ici avec l'entrée tirée de l'image. L'utilisateur voit-il quelque chose? Pas vraiment. Donc, tout cela se passe dans le back-end de votre application. L'utilisateur ne verra aucun des appels de fonction, ni la réponse de votre API. Donc, après avoir reçu la réponse, nous allons la renvoyer au modèle. Et O1 va répondre à l'utilisateur avec un message très agréable. Donc, ici, il informe l'utilisateur de son nouvel impôt sur le revenu mis à jour. Génial. Après la correction, génial, bien mieux, mais ce n'est pas tout. Je voulais vous montrer une dernière chose. Ce sont les sorties structurées. Je vais demander au modèle ici quoi? Quoi? Quelle correction dois-je apporter à mes formulaires? Mais avant d'appuyer sur Entrée, je veux fournir au modèle un schéma JSON pour le format de réponse. Cela va indiquer au modèle de produire une sortie selon ce schéma JSON. Et en plus de ça, nous avons aussi mis en place des solutions sur le back-end de l'API pour garantir que la sortie du modèle respecte ce schéma JSON 100% du temps. Ça a du sens? En fait, jetons un rapide coup d'œil à ce schéma. Donc, ça s'appelle des corrections de formulaire et ça a une liste de corrections. Et chaque correction a ce à quoi vous vous attendez. Donc, c'est la raison pour que nous puissions montrer à l'utilisateur ce qu'il a mal fait. Et ensuite, ça a l'emplacement. Donc, vraiment super. On peut en fait comme rendre une interface utilisateur pour le PDF et mettre en évidence exactement ce qui ne va pas avec la nouvelle valeur et l'ancienne valeur. Donc, les sorties structurées sont super utiles quand vous ne voulez pas vraiment rendre du markdown depuis le modèle et que vous voulez juste extraire le JSON automatiquement. Donc, vous pouvez voir ici que le modèle a produit les corrections. Vous pouvez voir qu'ils sont dans un joli format JSON. On a la nouvelle valeur, l'ancienne valeur, tous les emplacements et les raisons. Et donc, ouais, c'est super utile quand vous construisez des applications riches, pleines de fonctionnalités. Donc, on vient de vous montrer une petite démo. Mais, vous savez, les démos ne suffisent vraiment pas à vous donner toute l'histoire. En fait, nous faisons des évaluations internes, qui sont comme des tests, pour voir comment nos fonctionnalités se comportent avant de les expédier. Et donc, pour 0.1, parce que c'est vraiment important pour les développeurs, nous avons fait quelques évaluations pour le cas d'utilisation de l'API. Donc, je vais vous montrer quelques-uns de ces trucs. Regardez juste. D'abord, nous avons l'appel de fonction. Donc, nous avons quelques évaluations internes sur l'appel de fonction. Et vous pouvez voir que ce nouveau modèle O1 est nettement meilleur que GPT-4o pour l'appel de fonction. Et ça inclut en fait les deux aspects de l'appel de fonction. Vous savez, appeler la bonne fonction quand il le faut et ne pas appeler une fonction quand il ne le faut pas. Vous pouvez aussi utiliser l'appel de fonction en conjonction avec des sorties structurées. Et vous pouvez voir que, encore une fois, O1 performe beaucoup mieux que 4.0. Ici, en parlant des sorties structurées, O1 est aussi nettement meilleur sur cette évaluation. Cela veut dire que le modèle fait un meilleur travail pour suivre le format. Donc, on le sort moins de la distribution quand on le contraint. Ensuite, c'est le codage. Tout le monde parle toujours de codage. LiveBench est une évaluation de codage open source. Et nous sommes ravis de voir qu'O1 fonctionne. Tu sais beaucoup mieux que O1 Preview 4.0. Sur cette évaluation, South, ouais. Enfin, nous avons EMI. Et sur cette évaluation, tu peux voir que O1, encore une fois, surpasse significativement O1 Preview. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a à droite O1 avec des sorties structurées. Donc, quand on construit des sorties structurées, on voulait vraiment s'assurer que le modèle fonctionne aussi bien avec les sorties structurées qu'en l'absence de celles-ci. Donc, tu peux voir que les capacités de raisonnement sont maintenues, même avec cette fonctionnalité
Donc, tu peux l'utiliser dans ton application sans avoir à te soucier des résultats. Donc, ce sont les évaluations. Au-delà des évaluations, il y a en fait un changement vraiment intéressant en termes de latence. Donc, O1 utilise en fait 60% de tokens de réflexion en moins que O1 Preview, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus rapide et moins cher pour ton application. Enfin, on a entendu énormément de demandes de votre part pour O1 Pro dans l'API. Et je suis désolée de dire qu'on ne l'a pas maintenant, mais nos elfes travaillent dur au labo et ça devrait arriver bientôt. Putain de journée, nuit difficile. Ouais, cool. Génial. Merci beaucoup, Brian et Michel. Pour résumer, tout un dans l'API. Appel de fonction, sortie structurée, message pour les développeurs, compréhension d'images. On va commencer à contacter les clients de niveau 5 à partir d'aujourd'hui. On va recevoir un email et ça va nous prendre quelques semaines pour répondre à tout le monde. Donc, O1 n'est pas le seul modèle qu'on a lancé récemment. On a eu beaucoup d'excitation autour de l'API en temps réel. Comment avoir une application de parole avec une latence naturelle au niveau humain? Alors, Sean, donne-nous une mise à jour. Salut, je suis Sean et je suis ici avec... Je suis Andrew et je suis ici pour parler de l'API en temps réel. Donc, si tu n'as jamais utilisé l'API en temps réel avant, ça te permet de créer des expériences vocales en temps réel avec OpenAI. Donc, je pense que tu peux créer ton propre ChatGPT en mode voix avancée. Tu peux ajouter de l'assistance IA. Tu peux faire toutes ces choses vraiment cool avec l'IA. Et aujourd'hui, nous avons le support des WebSockets. Donc, tu peux faire du serveur à serveur, envoyer de la voix et recevoir des réponses. Mais aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est le support de WebRTC. Et c'est vraiment excitant pour 3 raisons. La première raison, c'est que WebRTC a été conçu pour Internet. Donc, si tu as déjà fait des conférences, si tu as fait du streaming vidéo à faible latence, tout ça utilise WebRTC. Et ça gère, tu sais, le changement constant d'Internet. Ça va changer ton débit binaire, ça fera de l'annulation d'écho. Donc, c'est excitant. Maintenant, l'API profite de ses avantages. Donc, si je construis une application, c'est plus simple, ça fonctionne tout simplement. Donc, pour introduire ça, je vais te montrer une démo pour te montrer à quel point c'est facile. Alors, voici un petit HTML et juste pour vous donner une structure, nous avons un élément audio, nous avons une connexion entre pairs. Et ce que c'est, la connexion entre pairs, c'est une sorte de connexion 1 à 1 entre vous et l'API en temps réel. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on crée cette connexion entre pairs. Et on dit que quand l'API en temps réel vous envoie de l'audio, il faut le mettre dans cet élément audio. Ensuite, on capture le microphone et on l'ajoute à la connexion entre pairs. Donc, on dit qu'on va envoyer un flux audio à OpenAI. Et maintenant qu'on a mis en place cette connexion entre pairs, on fait une offre-réponse. Et ce que fait l'offre-réponse, c'est auquel collecte toutes les informations localement. Vous l'envoyez via un post HTTP et nous répondons. Et WebRTC s'occupe de tout pour vous. Il n'y a pas de gestion du contrôle de congestion ou de capture de l'audio ou de toutes ces autres choses avec lesquelles vous deviez composer avant. Alors, comment cela se compare-t-il à l'ancienne intégration WebSockets? Donc, si vous utilisiez des WebSockets avant, ce code ferait probablement entre 200 et 250 lignes de code et vous auriez des problèmes supplémentaires en plus de ça, comme gérer la pression de retour et toutes ces choses. C'est un de ces problèmes que vous ne réalisez pas à quel point c'est frustrant jusqu'à ce que vous passiez enfin en production. Je vois. Alors, exécutons le code et voyons à quoi ça ressemble. Voici le code, mon élément audio, et je vais rafraîchir la page. Salut, comment ça va? En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Combien de jours avant Noël? Noël est le 25 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre. Ça veut dire qu'il reste 8 jours avant Noël? Super, c'est toujours excitant quand une démo fonctionne. D'accord, donc ouais, c'est tout ce qu'il a fallu, c'est ça. Donc, tu as juste copié-collé les 12 lignes, tu exécutes le script et c'est tout. Ouais, et comme on va ouvrir, on va mettre ce code en ligne, donc vous pouvez juste aller le récupérer. La seule chose que vous auriez à changer, c'est votre jeton API. Donc, vous pouvez aller télécharger ce code et l'exécuter. Je suis vraiment excité de voir ce que les gens vont créer maintenant qu'on rend ça beaucoup plus facile. D'accord, donc la prochaine chose dont je veux parler, c'est que je vais devoir sortir un petit ami. Je n'ai pas pu avoir un lutin sur l'étagère cette année, alors j'ai pris un Faon sur la pelouse, un nouveau jouet officiel. Donc, le Faon sur la pelouse a un microcontrôleur à l'intérieur, et pour vous donner une idée, le voici, vous savez, avant de le brancher, voici la taille de ce microcontrôleur. Vraiment minuscule, à peu près la taille d'un sou. Donc, j'ai le microcontrôleur là-dedans, et je vais le brancher, et on va voir ce qui se passe. Joyeux Noël! De quoi tu parles?
On parle d'ajouter WebRTC à l'API en temps réel. Wow, ça a l'air un peu trop compliqué pour moi. Et si on parlait de quelque chose de plus amusant, comme livrer des cadeaux? Il n'y a rien de tel que de planer dans le ciel pour apporter de la joie à tout le monde la veille de Noël. D'accord, alors, qu'est-ce que je vais avoir pour Noël? Oh, je ne suis pas censé gâcher la surprise, mais je pense que tu vas recevoir quelque chose de très familier cette année. Ça pourrait être un peu froid. Oh, d'accord. D'accord. Cool. Donc, on l'a vu utiliser l'API en temps réel dans le REN, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg avec tous les cas d'utilisation que tu peux créer. Donc, avec quelque chose de cette taille, tu pourrais le mettre sur un dispositif portable, comme des lunettes. Tu pourrais le mettre dans des caméras et des microphones dans la maison. Tu peux avoir, par exemple, une assistance contextuelle. Genre, je suis tellement excité de voir ce que les gens vont créer, parce qu'avec ce SDK, il te suffit de définir ton token et de donner quelques détails sur ton Wi-Fi. Ça se connecte. Genre, ce sont des microcontrôleurs que tu peux acheter chez n'importe quel grand détaillant. Tu le branches en USB et c'est tout. Tu sais? Je pense vraiment qu'en 30 à 45 minutes, les gens peuvent commencer à genre construire ça. Il n'y a pas de soudure, pas de matériel. On a juste un haut-parleur branché dans une prise casque. C'est super cool. Super cool. Et on a d'autres mises à jour pour l'API en temps réel. Numéro 1, on a entendu vos retours sur le coût. On baisse le coût. Donc à partir de maintenant, GPT 4.0, les tokens audio seront 60% moins chers qu'avant. Et on va aussi proposer le support pour 4.0, mini, dans l'API. Et 4.0, les tokens audio mini seront 10 fois moins chers que le prix actuel. La deuxième chose, c'est qu'on va proposer un support pour un SDK Python, pour l'OpenAPI pour rendre l'intégration encore plus facile. Et enfin, on fait quelques changements dans l'API pour te faciliter l'utilisation du codage de fonctions et des garde-fous. Donc tout ça, on espère, et on a hâte de voir le genre d'application que vous allez créer. D'accord, on a parlé des modèles, on a parlé de l'API. On aimerait parler du fine-tuning, de la personnalisation. C'est un des grands besoins des développeurs. Ils veulent personnaliser les modèles pour leur propre cas d'utilisation. Qu'est-ce que tu as, Edo? Ouais, donc malheureusement, je n'ai pas de REN à partager. Bon, Mais on est ravi d'annoncer une nouvelle méthode de fine-tuning disponible dans notre API, appelée fine-tuning par préférence. Et on va utiliser une méthode appelée optimisation directe des préférences, qui est conçue pour t'aider à créer des modèles qui s'alignent mieux avec les préférences des utilisateurs, ce qui devrait améliorer les performances où les retours des utilisateurs jouent un rôle crucial. donc vous avez vraiment bossé dur. Tu es en feu depuis quelques mois, mais on a eu une API pendant 1 an, une API de fine-tuning. Quoi de neuf? Quelle est la différence? Ouais, donc actuellement dans notre API, on a le fine-tuning supervisé et le nouveau fine-tuning par renforcement qui vient d'être annoncé. La plupart de nos utilisateurs ont utilisé le fine-tuning supervisé pour adapter nos modèles à leur cas d'utilisation. Et dans le fine-tuning supervisé, tu fournis l'entrée et la sortie exacte que tu veux que le modèle ait. Donc si vous créez un chatbot pour les utilisateurs, vous lui donnez les messages de l'utilisateur et ensuite la réponse exacte. Dans le réglage fin par préférence, c'est un peu différent. Donc, au lieu de l'entrée et de la sortie exacte, vous allez lui donner une paire de réponses où l'une est préférée par rapport à l'autre. Et ensuite, notre processus de réglage fin l'optimisera pour apprendre les différences dans ces réponses. Et ces différences pourraient être des choses comme le formatage des réponses, des directives stylistiques ou même des qualités abstraites comme l'utilité ou la créativité. Je vois. Donc des cas d'utilisation typiques seraient le support client, la rédaction de texte, l'écriture créative. Ouais, exactement. Donc, si vous voyez, nos modèles sont peut-être un peu trop verbeux. Ils donnent des réponses non pertinentes. Ce réglage fin peut aider à orienter le modèle vers des réponses plus concises et pertinentes en mettant l'accent sur le comportement préféré et en dévalorisant les comportements non préférés. Un autre très bon cas d'utilisation pourrait être la modération de contenu. Donc, par exemple, si vous avez un style ou un ton spécifique que vous voulez que votre organisation ait, le réglage fin par préférence peut aider à l'orienter vers cela. Mais ouais, laisse-moi te montrer à quel point il est facile de commencer le réglage fin dans RxEI. Donc, me voilà sur l'interface de la plateforme et je suis dans l'onglet de réglage fin. Donc, quand je clique sur créer un réglage fin, maintenant vous pouvez voir qu'il y a un nouveau menu déroulant pour la méthode. Et je vais juste sélectionner l'optimisation de préférence directe. Ensuite, je vais sélectionner le modèle de base. Dans ce cas, je vais sélectionner GPT 4.0 et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de télécharger les données d'entraînement. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le format est un peu différent, donc je vais passer par un exemple rapide. Dans cet exemple, nous demandons à un assistant quel temps il fait à New York et nous lui fournissons 2 paires de réponses. Comme je l'ai mentionné, et peut-être qu'on crée un chatbot, donc on veut qu'il soit un peu plus conversationnel. Donc, dans la réponse préférée, c'est un peu plus verbeux et il répond aussi en Fahrenheit. Et dans la réponse non préférée, c'est beaucoup plus concis et il répond en Celsius.
Donc, je vais prendre ces exemples, les mettre dans un fichier JSON-L, où chaque exemple va contenir les messages d'entrée, la sortie préférée et aussi la sortie non préférée. Donc, je vais y aller et télécharger les données maintenant. Et nous fournissons aussi quelques hyperparamètres ajustés. Mais je vais juste sélectionner les valeurs par défaut pour l'instant et cliquer sur Créer. Et donc, ça va lancer le processus de réglage fin. En fonction de la taille du jeu de données, cela pourrait prendre de quelques minutes à plusieurs heures, mais une fois que c'est fait, on devrait pouvoir échantillonner à partir du modèle de la même manière qu'on le ferait avec n'importe quel modèle de base dans notre API. Trop excitant. Tu déjà permis d'utiliser. Ouais, donc nous avons donné un accès anticipé à l'ajustement des préférences à plusieurs de nos partenaires de confiance et nous avons déjà vu de bons résultats jusqu'à présent. Donc, par exemple, Rogo AI construit un assistant IA pour les analystes financiers et ils utilisent nos modèles pour réécrire et refactoriser les requêtes des utilisateurs pour donner des réponses plus pertinentes. Quand ils ont utilisé le réglage fin supervisé, ils n'ont pas réussi à obtenir de meilleures performances que le modèle de base, mais avec l'ajustement des préférences, ils ont vu la précision augmenter sur leurs références internes de 75% avec le modèle de base à plus de 80% avec l'ajustement des préférences. Donc, on est très excités de voir ce que d'autres développeurs peuvent faire avec l'ajustement des préférences. On va rendre ça disponible pour GPT 4.0 aujourd'hui et GPT 4.0. Minisoon, au même prix par jeton entraîné que le réglage fin supervisé. Si vous. On commence à ajuster les préférences. Voir la documentation plus tard. C'est génial, d'accord, il y a beaucoup. Oh, à couvrir, plein de cadeaux. On a commencé avec 0.1 dans l'API, avec l'ensemble complet des fonctionnalités de production, comme le codage de fonctions que les gens attendent, et on commence à le déployer pour le niveau 5 à partir d'aujourd'hui. Ensuite, on a parlé de l'API en temps réel, de la nouvelle API, d'une intégration WebRTC simplifiée et d'une baisse de prix. Et maintenant, on parle de l'ajustement des préférences pour faciliter la personnalisation des modèles pour vos cas d'utilisation. Et ce n'est pas tout. L'équipe expédie sans arrêt. Ils ont expédié quelques nouvelles choses aujourd'hui et je voulais vous montrer quelques petites choses qui arrivent. Numéro 1, on se soucie énormément de l'expérience développeur et de la qualité du produit. Et donc, on va annoncer à partir d'aujourd'hui de nouveaux SDK. On a un support optionnel pour les SDK Go. Et Java, vous pouvez les trouver ici. Merci de nous donner vos retours. Similaires au SDK Python et au SDK Node, ils prennent en charge tous les points de terminaison API dont vous avez besoin sur open.ai. Alors voici le SDK Go, mais voici le SDK Java. Numéro 2, on se soucie énormément de la simplicité. Je ne vais pas passer par tout le processus, mais nous avons un nouveau système de connexion, d'inscription et un flux pour obtenir une clé API. Il n'est pas nécessaire de signer 5 conditions de service. Vous obtenez une clé API en seulement quelques secondes. Ensuite, nous avons organisé plein de journées de développement à travers le monde ces derniers mois. Donc les vraies conférences, on a adoré. Je pense que le contenu était incroyable. Et donc, nous venons de publier aujourd'hui les talks sur YouTube. Alors allez jeter un œil à OpenAI, la chaîne YouTube, et vous pouvez y trouver plein de contenus vraiment sympas. Enfin, ça c'était beaucoup. Et donc, nous allons faire un AMA. Posez-moi n'importe quoi à partir d'aujourd'hui avec les présentateurs, l'équipe API d'Open.ai. Pour l'heure qui vient. Alors n'hésitez pas à venir nous poser toutes les questions que vous voulez sur le forum des développeurs d'OpenAI. Dernier. Désolé, j'ai une mauvaise blague. On a beaucoup parlé du froid. Vous savez comment le Père Noël a une liste de petits-enfants qui ont été vilains? Pourquoi les sorties structurées étaient-elles sur la liste des vilains? Je ne sais pas. Dis-moi. Le Père Noël a entendu que c'était un schéma. Sur ce, à demain pour le jour 10 des 12 jours. Au revoir.